Bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Nous allons monter sur scène à présent avec le festival Par le Monde pour la dernière intervention avant la synthèse. Je suis très heureuse de vous présenter Maude Cyrus-Clanatal. Maude est professeure de lettres, de français langue étrangère, français langue seconde et de théâtre. Elle collabore depuis de nombreuses années avec MA, scène nationale à Montbéliard, et depuis 3 ans, elle se consacre au festival artistique plurilingue Par le Monde. Elle prépare une thèse en sciences du langage sur ce projet qui implique des élèves allophones et des artistes. Elle est doctorante à l'université Paul Valéry Montpellier 3 au sein du laboratoire L'Humain sous la direction de Nathalie Auger. Maude, c'est à toi. Merci, bonjour et merci pour cette journée enthousiasmante et riche de plein de propositions. J'espère que je ne vais pas être trop redondante parce qu'on a déjà abordé énormément de choses aujourd'hui. Donc, je vais commencer et vous partager le diaporama. Hop. Euh, voilà. Donc, j'avais intitulé cette communication «Pourquoi faire un flestacle?» en me plaçant du point de vue d'une structure presque depuis 2017 en biennale, un festival qui s'appelle Par le Monde et qui mobilise des habitants et des habitants nouvellement arrivés et plurilingues, mais pas seulement, dans des créations applicatives participatives aux côtés d'artistes et qui représente ces créations de façon publique au centre-ville de Montbéliard. Je vais vous raconter ça. Donc, la conduite que je vous propose aujourd'hui, euh, je vais juste enlever peut-être, c'est de vous présenter les bénéfices que vous connaissez déjà, d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui, des projets artistiques en contexte d'apprentissage du français. Euh, Vous présentez bien sûr le festival, son contexte d'organisation et ses modalités de collaboration, et puis peut-être quelques enjeux euh, publics ou politiques liés à ces questions de spectacle plurilingue, et peut-être en conclusion quelques tips pour se lancer. Donc on l'a beaucoup entendu et beaucoup vu aujourd'hui. Le projet artistique en contexte d'apprentissage du français ou du français langue seconde est un super booster pour les compétences langagières. Je vais passer très rapidement là-dessus, mais on sait que ça mobilise et rend visible et utile les répertoires langagiers qui sont présents dans les groupes, les compétences culturelles deviennent également visibles. Je renvoie aux travaux, bien sûr, de Nathalie Auger, de Joël Aden qu'on a cité, de Gisèle Pirat, de Sandrine Eschenauer, Stéphanie Claire, etc. On passe souvent d'une liste de langues des apprenants, souvent incomplète, à une observation, démonstration de leurs usages en contexte, de quelles valeurs les apprenants leur attribuent, quelle est leur place, pourquoi je vais parler telle langue dans ce contexte et pas dans un autre. Et on constitue le groupe. Ça révèle un certain nombre de représentations, les représentations que les participants ont parfois intériorisées sur leur propre langue, et également les acteurs au sens des enseignants et des artistes et même des publics. Ça facilite l'accès à la littératie, voire ça le rend complètement visible. Et bien sûr, ça booste l'estime de soi, la motivation. Et ce sont des activités qui regorgent de plaisir. Et on l'a beaucoup entendu, notamment dans la communication précédente. Mais attention, parfois, on l'a entendu aussi ce matin, cette question de se faire plaisir n'est pas compatible avec la représentation qu'ont certains apprenants de l'apprentissage, du travail sérieux. Euh, Par ailleurs, on sait que les pratiques artistiques permettent de trouver le temps, de valoriser des stratégies pour passer d'une langue à l'autre et installent une communication translangagière. Moi, je voulais vous parler du spectacle vivant qui, selon moi, est une parole adressée. Adressée à un public. J'aime bien citer le poète Francis Ponge qui dit dans Pour un Malherbe, pourquoi préférons-nous finalement Malherbe à Descartes? Parce que je pense, donc je suis. Nous préférons le je parle et tu m'entends, donc nous sommes. C'est exactement ça qu'on propose de faire dans le cadre de Par le Monde. Et dans mon travail de thèse, je me suis rendu compte lors des 2 premiers festivals que j'ai étudiés que c'est aussi la prise de considérablement faciliter l'engagement, le désir de langue cible. Et on vient de le rappeler, hein, Adrien vient de le rappeler tout à l'heure, quand on réfléchit à nous, ce qu'on a gardé en mémoire dans nos apprentissages, c'est souvent effectivement le vécu ou l'expérience, parfois même l'anecdote, et ça ancre dans une relation qui facilite le désir d'apprendre la langue de l'autre.
Ce qui m'intéressait aussi dans ces pratiques artistiques, c'est, pour citer Picardo, se rendre compte qu'entre créativité et plurilinguisme, il y a des connexions qui sont évidemment d'ordre neuronal, mais également, on sait que engager ce corps, engager ses sens, faire preuve d'audace, oser franchir le pas et mobiliser son imagination, c'est quand même exactement ce qui nous arrive quand on est plongé dans la langue de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, c'est ce qu'on doit faire quand on passe au plateau devant un public. Les pratiques créatives et les pratiques artistiques sont... Alors, on pourrait discuter des nuances, mais moi, j'ai envie de vous montrer quand même à quel endroit je me situe dans ce paradigme. Juste que tout va bien. Enseignant des formateurs et des participants, les pratiques artistiques mobilisent un artiste. Donc, je me place dans la situation de coopération enseignant, formateur, participant et artiste. Qu'est-ce qu'on fait dans des pratiques créatives? On accomplit une tâche qui est complexe, inattendue, qui pose problème. Dans le cadre d'une pratique artistique, on accomplit une œuvre qui va faire trace, qu'on le veuille ou non, il va en rester quelque chose. À quel endroit on se situe dans les pratiques artistiques, les pratiques créatives, peu importe. Généralement, on se situe où on peut, et dans sa salle de classe, ça va très bien. Dans les pratiques artistiques, en collaboration avec une structure, on va se situer dans un lieu de création public et on va proposer de faire une représentation qui, elle aussi, sera publique. Ça change un certain nombre de choses. Comment on va s'y prendre? J'ai vu beaucoup de questions dans le forum aujourd'hui sur comment je fais si je suis seule, si je ne suis pas formée. Dans le cas des pratiques créatives, c'est ce qui se passe. Dans le cas des pratiques artistiques, on est toujours à plusieurs. On est en collaboration, ce qui induit aussi une suite d'imprévus, d'imprévisibilité, de choses inattendues, et donc un certain nombre de médiations. On va en parler aujourd'hui. Et quelles sont les exigences maximales que je peux avoir? Dans le cadre de pratiques créatives, c'est de réaliser ce qu'on s'était fixé, ce qu'on avait séquencé et minuté en tant qu'enseignant. Dans le cadre de pratiques artistiques, ce qu'on a envie de faire, et dans nos représentations, on veut faire quelque chose de beau. Donc ça va également changer un certain nombre de rapports à la langue de l'autre et à l'adresse. Alors, les apports d'une structure culturelle, et là, j'ai l'impression de répondre aussi à quelques questions que j'ai vues passer dans le chat aujourd'hui. Moi, je travaille dans une scène nationale. Une scène nationale, qu'est-ce que c'est? C'est en contexte français, il y en a 74. Ce sont des institutions publiques issues de la décentralisation culturelle sous Malraux. Elles sont implantées dans les villes moyennes en France et en Outre-mer, et elles ont trois principales missions. D'abord, évidemment, proposer une programmation pluridisciplinaire, donc danse, théâtre, art visuel, musique, contemporaines, bien sûr. Elles doivent soutenir et faciliter la création et la production d'œuvres contemporaines, donc des activités de résidence d'artistes. Et leur troisième mission, qui est celle qui pourrait tous nous intéresser aujourd'hui, c'est celle de participer au développement culturel d'un territoire en mettant la culture au centre de la vie des habitants. Donc, une scène nationale est un partenaire privilégié pour les professeurs et les animateurs d'ateliers sociolinguistiques. Donc, il ne faut pas hésiter à aller frapper à leur porte, car c'est quand même un tiers de leur mission. Concrètement, quand on se lance dans un projet de création théâtrale, par exemple, les apports d'une structure culturelle sont très nombreux. En amont, dans la préparation du projet, on est plusieurs, donc on va discuter de ce qu'on a envie de faire les uns et les autres. On va rédiger des dossiers institutionnels qui vont nous permettre de récupérer des sous et des subventions. Et c'est ainsi qu'on a aussi, on va découvrir des artistes que soi-même en tant qu'enseignant on ne connaît pas. Donc ça va nous aider aussi à choisir quel artiste pour quel projet et bien sûr à ouvrir nos horizons. Pendant le temps de résidence de l'artiste, on sera toujours accompagné et on aura à disposition des outils techniques, des projecteurs, des tablettes, des micros, des matériels divers dont on a parlé aussi clairement ce matin. Et bien sûr, une scène nationale, c'est une structure qui bénéficie d'un service de communication et de moyens pour valoriser à la fois les traces et les expériences. C'est un appui économique. Un artiste qui travaille avec une structure, il est identifié, il est reconnu, il est soutenu. Les subventions sont donc facilitées, les médiations également. Et quand on s'adresse à une structure qui a de l'expérience, la méthodologie est plus simple à prendre en main, puisqu'on est accompagné, on ne doit pas, en tant qu'enseignant, tout inventer. Et bien entendu, c'est peut-être ce qui nous intéresse, en tout cas ce qui m'intéresse ce soir avec vous,
La scène nationale, elle bénéficie d'un public, donc l'expérience va être complète. Ce qui ne veut pas dire que ça va être facile, hein, parce que tout le monde n'a pas les mêmes attentes. Ce petit dessin vous le représente. L'enseignant, il va vouloir que ses élèves puissent acquérir des compétences qui soient rendues visibles par le projet pour tout le monde. L'artiste, il va vouloir que les élèves deviennent acteurs au sens d'une création commune. Le public, lui, il vient voir un spectacle et la structure, elle organise, elle, une création participative. La question est, qu'en pense l'élève? L'élève, qu'est-ce qu'il sait de tout ça et quel type de conflit ou de tension ou au contraire de sublimation ça peut produire? Alors, je vais vous parler maintenant de Par le monde en guise d'exemple de tout cela. Je vais commencer par le contexte. Le contexte, alors l'image que j'ai mise là, c'est extrait d'un projet artistique qui est mené avec une classe de CM2. Quand on a commencé à inventer ça, on était en France après 2015, donc après, bien sûr, les attentats. On entendait énormément parler des vagues migratoires, de la crise de migration, et on a vu se multiplier des appels à projets de la part du ministère de la Culture qui place l'artiste en situation presque de médiateur social, garant de la cohésion. On a souvent entendu ou lu cette phrase, la culture comme arme d'intégration massive, qui, moi, quand même, me pose un certain nombre de problèmes que vous voyez représentés sous forme de petites images. Et on a beaucoup orienté les politiques culturelles sur des questions d'intégration par l'apprentissage. Un exemple que vous connaissez peut-être, qui a été cet appel à projet Action culturelle et langue française, produit par la Délégation générale aux langues de français et à la langue française, qui est largement documenté dans cet ouvrage, je vous l'ai remis en bibliographie, qui s'appelle Détour et déclic. L'auteur de cet ouvrage dit que les actions les plus pertinentes ont été celles qui ont fait figurer la coopération entre professionnels du spectacle et formateurs linguistiques. Alors, moi, je me situe en Franche-Comté, donc dans le nord-est de la France, un territoire multilingue. Pourquoi? Parce qu'on est dans le berceau des usines de Peugeot, avec un bassin industriel qui a fait venir énormément de monde, notamment au XXe siècle. Et de fait, les langues de ce territoire sont présentes depuis très longtemps, mais suite au contexte migratoire contemporain, on a vu aussi pousser un certain nombre de dispositifs d'accueil, aussi bien pour les adultes que pour les enfants. Là, je vous ai juste montré le nombre du PE2A qu'il y avait en 2018 sur le territoire dans lequel je me situe, et ce nombre a encore augmenté. Non pas forcément parce qu'il y a beaucoup d'arrivées, mais parce qu'on prend, je pense, davantage en compte les répertoires linguistiques des habitants. Donc, ce territoire industriel, vous le voyez, il a énormément de place, y compris dans la constitution même de la politique culturelle de Montbéliard. Je vous ai juste mis une petite référence au film d'Arnaud que vous connaissez peut-être, Le Lion, sa cage et ses ailes. Il est venu en 1970 tourner à Montbéliard. Et ce qui est intéressant, c'est que lors de la dernière projection, Hélène Châtelain, qui a travaillé avec lui, a participé, à donner la caméra des ouvriers aux voix, aux paroles, mais ce sera sans vous. Vous allez être recombiné à travers d'autres intelligences que les vôtres, comme ce fut le cas à Montbéliard. Vous n'avez pas enfermé, et pour peu que le vent souffle, vous parlerez à la terre entière. Ce qui est intéressant dans ces mots, c'est que Gatti lui-même, à la fin de sa carrière, trouvait que Montbéliard était une ville schizophrène, une ville étonnante, et il a dit, lui, dans une interview qui a été documentée par la journaliste Dominique Darzac: à Montbéliard, j'ai compris que depuis longtemps, j'étais à côté de la plaque. Je vieillissais, je m'étais créé un langage politique. Mais en contact avec la réalité, je ne savais plus. C'était une grande leçon. Pendant 50 ans, j'ai vécu sur Montbéliard. Écrire n'a plus consisté pour moi à asséner mon langage sur une réalité. Écrire est devenu me mettre en contact avec une ville et lui laisser la parole. Donc, on sent qu'il y a une tradition importante
à l'endroit où je me situe, de favoriser l'expressivité des habitants, y compris de façon multilingue. Et ce n'est pas pour rien que Par le Monde renoue avec cette tradition. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a plusieurs institutions culturelles aussi, hein, et la scène nationale à laquelle je travaille aujourd'hui regroupe un certain nombre de ces salles, puisqu'aujourd'hui, elles ont toutes fusionné. Donc, on est sur un territoire multisite. Alors, Par le Monde, c'est un festival. Je vous montre ce qui a été décidé lors d'une intervention que j'ai faite au rectorat il y a 2 ans. Donc, il y avait une artiste dont je cite l'œuvre aujourd'hui, qui a retenu ça de la communication que j'avais produite, et j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne synthèse. Tu parles quelle langue? Je parle le monde. Tu viens de loin, je viens d'ici. Donc, on voit à quel point on a re-questionné ces questions de moine linguistique sur site. C'est un festival qui questionne les questions de trajectoire, d'orientation et de langue, et qui met en scène des élèves ou des jeunes, soit dans des créations musicales, soit dans des créations théâtrales, soit cinématographiques. Donc, Par le Monde, c'est un programme de résidence. Les résidences durent entre 60 et 100 heures d'intervention en classe, hein, donc c'est des grosses résidences, un festival en biennale, et c'est devenu un sujet de recherche parce que je suis en CIFRE au sein de la scène nationale. Pour l'instant, on a mobilisé 15 artistes européens. Si on ajoute la 3e édition qui a lieu en ce moment, on peut en rajouter 5, donc on est à une vingtaine d'artistes européens. 15 créations, 250 participants, 7 établissements scolaires. Donc vous voyez que les projets du Par le Monde 1 et 2 sont sur ce tableau. Ils sont dans plusieurs disciplines: photo, musique, installation, vidéo, performance, théâtre, écriture. Et ils ont mobilisé à la fois des élèves nouvellement arrivés, mais également, on le voit dans l'évolution de la 2e session, du tout public ou des classes ordinaires. Alors, le Par le Monde 3, j'aurais bien voulu vous en parler. On a évidemment été très perturbés par le contexte qui a perturbé tout le monde, hein, mais je vais vous montrer 2 endroits où vous pouvez aller voir ce qui se passe. Le site internet Compagnon, donc vous tapez Par le Monde MA dans Google, vous allez tomber sur ce site. Et si vous naviguez dessus, vous verrez, il est classé par édition. Et si vous allez dans événements, vous trouverez les vidéos et enfin quasiment toutes les œuvres qui ont été produites dans le cadre de Par le Monde. Et vous voyez que le travail de la doctorante associée à la scène nationale a porté ses fruits, puisqu'on est passé en 2017 d'un festival incluant les migrants à nous sommes tous allophones, nous sommes tous plurilingues, et même l'équipe de communication a parsemé les documents par des petits plus et on a gardé ça. Je voulais vous faire écouter un petit extrait de podcast. J'espère que cela va fonctionner. Canard. Open your ears. Ouvrez grand vos oreilles et vous entendrez Rantanta, un train. Des canards. Des micro-trottoirs. Ça, c'est une question piège, là. De la chanson. café Zumba, café au carnaval. De la littérature. Des dinosaures. Des langues du monde entier. Un voyage vers la lune. Un chien. Du suspense. Vous croiserez Georges Cuvier. Et Jules Verne. Dérive à Montbéliard, le podcast. Le 21 mai dans toutes vos oreilles. Ce qui est intéressant dans ce podcast que vous irez découvrir en intégralité sur Acast, si vous avez envie, c'est de voir peut-être ces petits extraits d'interview. Le côté gauche, c'est l'artiste qui dit que le rendu final dépasse d'assez loin ce qu'il pensait faire au départ. Et il dit que c'est surtout dû à ce que les élèves ont su amener de surprenant, de drôle et d'intime dans le podcast. Une relation de confiance s'est nouée au fur et à mesure des ateliers. Ils ont peu à peu compris les possibilités du langage radiophonique et se sont pris au jeu. On sentait leur envie de produire un projet dont ils pouvaient être fiers, et ils peuvent l'être. On a pu jouer sur toutes les langues qu'ils connaissent. J'avais à cœur de mettre en valeur la richesse des langues au sein de cette classe. Moi, je suis allée interviewer les enfants. Et voilà, dérive en 3 mots: fierté, fierté, fierté. De quoi ça parle? Ça nous raconte, nous, l'aventure qui nous unit. Et est-ce que c'est de l'art? Ahmed, 11 ans, me dit: ouais, cette histoire m'a fait peur et m'a fait rire. Les émotions comme ça qui passent, ça, c'est de l'art.
Mais le projet artistique, c'est quand même une zone de tension. Et alors, pour continuer sur mon fil avec Francis Ponge, lui, le poète, hein, disait que pour que la lyre sonne, il faut qu'elle soit tendue. Il y a des limites dans les pratiques artistiques, ce n'est pas du tout magique parce qu'il faut s'attendre à ce que ça vienne rejouer un certain nombre de choses sur les questions d'identité. On en a parlé ce matin, sur les questions d'insécurité linguistique, la fiction, la vraie vie, le beau, l'utile. Houry et Fougeras ont documenté le concept de qu'est-ce que je fous là, c'est-à-dire cette phase de doute où on ne sait pas exactement où l'on va et l'artiste non plus ne le sait pas, puisque la création artistique, c'est aussi laisser advenir et progresser les choses. Donc on a besoin de créer de nombreuses médiations. Elles déjouent les pratiques artistiques, les hiérarchies habituelles de l'espace scolaire, artistique, social. Elles construisent et déconstruisent de l'image, de soi, des autres, de son travail. Il faut accepter parfois que cela déborde ou au contraire que cela coince. Adrien, avant moi, l'a vraiment dit. Et en parler. Elles exposent et rendent visibles à la fois les participants, mais aussi les représentations sociales qui sont projetées sur eux ou qu'ils ou elles ont intériorisées. D'accord ? Donc, faire attention à ne pas assigner à une langue ou à une culture, respecter les questions de blocage et de résistance. Bien sûr, pour éviter ces écueils, il faut produire des documents et échanger les points de vue. J'avais envie de terminer en replaçant la question de l'œuvre d'art. L'œuvre d'art, ça s'interprète. Je vais vous en montrer quelques-unes. Là, je vais vous montrer 2 ou 3 images de ce projet artistique qu'on avait fait avec une classe ordinaire de CM2, hein, dans laquelle il y avait quand même 22 langues. Donc Sébastien Fayard est l'artiste. Donc dans le livre, Sébastien Fayard fait des trucs. Il se met en scène dans des expressions communes de la langue française. On le voit en dessous là, où il est armé d'un maillet et l'expression de la langue française qu'il met en scène là, c'est aller casser la croûte chez ses parents. Donc le livre a fait un tabac avec les enfants et ils ont choisi eux-mêmes d'illustrer des expressions françaises qu'ils prenaient au pied de la lettre. Mais on ne choisit jamais au hasard. De façon consciente ou inconsciente, Eba, qui est la seule élève récemment arrivée dans la classe, et donc elle vient d'Italie, choisit mettre les points sur les i. Ça veut dire aussi ce que ça veut dire. Abnora, qui est albanaise, a beaucoup aimé, elle a choisi de mettre en scène l'expression raconter des salades. Et on sait quand on est formateur ou professeur en UPE2A que souvent on a à intervenir parce qu'en classe ordinaire, l'élève, quand il utilise sa langue, il est souvent accusé de ne pas se concentrer, de ne pas travailler le cours ou d'être hors sujet. Cette œuvre-là, qui est dans la même école d'ailleurs, lors de la seconde édition de Par le Monde, c'est des créations de comptines, donc je n'ai pas le temps de vous les faire écouter, mais vous voyez qu'elles ont été ensuite mises en image sous forme de sound painting et affichées sur des pupitres. Et la petite pastille orange, c'est le dispositif qui permet de faire écouter dans notre tête sans écouteurs ce qu'il y a dans la tête des enfants, hein, par une question de transduction du son. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette scénographie puisque c'est vraiment un face-à-face avec ce qu'il y a dans la tête de l'autre. Sachez que la scénographe n'a aucune compétence en acquisition des langues et que c'est tout à fait le hasard, mais je trouve qu'il y a des hasards heureux dans ces circonstances. Pareil pour cette exposition qui s'appelle Des portes, qui est dans le cadre de l'exposition Orientation de David Subal. Les élèves, alors les habitants ont donné des portes et les élèves ont choisi de réfléchir sur ces questions du seuil, de l'entrée, de la sortie, de l'ouverture, de la fermeture, etc. Et quand on ouvre la porte, un petit dispositif sonore se déclenche. Et ce dispositif sonore, c'est une petite pastille, un petit haut-parleur. Il n'est pas forcément mis à la hauteur, voilà, à la bonne taille. Donc, il faut s'arrêter, oser la franchir, se pencher, attendre, être un peu immobile. Il y a des gens qui passent devant les portes qui ne les ouvrent pas. Il y a des gens qui n'osent pas passer au milieu. C'est, je trouve, symboliquement et métaphoriquement, une représentation assez intéressante de ce que c'est qu'apprendre aussi et écouter la langue de l'autre. Quand j'ai parlé de ça à l'artiste, il a trouvé que c'était génial. Il m'a dit, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu faire, mais c'est très, très bien que tu l'interprètes comme ça. Donc, les œuvres d'art, ça parle et ça fait parler de ce qu'on entend dans les médias, des représentations qu'on a sur ces questions actuelles de migration, d'hospitalité, de compétences, et ça permet de relativiser la question de la diversité ou de la différence. On a installé aussi un petit dispositif de médiation dans le festival, qu'on avait, bien sûr, comme dans tous les spectacles où on fait un livre d'or, etc. Mais généralement, dans les livres d'or, on a quelques petites appréciations sympathiques, mais pas grand-chose. Et une année, on a essayé de suspendre des étiquettes à un arbre.
On a eu 1500 visiteurs, on a quand même eu environ 150 étiquettes. Et donc, les visiteurs ont laissé des choses. Et ces choses sont extrêmement intéressantes et disent, je trouve, beaucoup du territoire et des sentiments que l'on peut ressentir lorsque l'on arrive devant de telles œuvres participatives. Alors, quelques tips en guise de conclusion. Bien sûr, on sait tous que quand on apprend, enfin, on apprend toujours mieux quand on palpite, et je trouve que les pratiques artistiques font énormément palpiter, même si parfois on a quelques sueurs froides. C'est une relation qui est totalement chamboulée. On le voit dans les expositions, et on voit deux spectateurs qui s'enlacent en regardant le travail des jeunes. On voit les choix des enfants quand ils sont en train de travailler sur des mots. On passe presque de l'insulte à des déclarations d'amour. On voit là un enfant avec un artiste en train de répéter, et puis une petite citation d'Adnan en parlant de Maya, qui est autrice et qui l'a fait écrire. Maya, elle est belle parce qu'elle parle avec son cœur. Elle m'a juste donné une feuille et un stylo, mais en faisant cela, dans ce projet, en fait, elle m'a ouvert tout un chemin. Donc, les richesses de la collaboration, c'est bien sûr rencontrer des imaginaires, multiplier les ressources, favoriser les groupes mixtes et rendre publique son expérience, oser le faire. En quelle langue on fait tout ça? Dans les langues qu'on veut. Et il faut accepter toutes les langues. On trouve, et les élèves et les participants trouvent des stratégies de communication translangagière, traduisent. La question du français vient beaucoup plus tard et presque inutile en fait. On débat sur ce qui advient, on en a parlé longuement aujourd'hui, les questions de blocage culturel, interculturel se débloquent parce qu'il y a ce savoir-faire groupe, cette troupe qui s'est créée. Et si nous, on n'a pas envie de le faire, ben on le fait aussi pour les autres avec qui on travaille. Dans quel niveau se lancer? Avec des débutants, oui, dans tous les niveaux et dans toutes les langues, c'est absolument possible. Quelques conseils, partir des apports des élèves, pas forcément leur faire jouer Shakespeare, mais plutôt les faire écrire. Et attendre ces apports sans se stresser. Proposer d'associer à tous les élèves toutes les étapes en fonction de leur goût et de leurs envies. On peut être auteur, on peut être acteur, mais on peut aussi travailler sur les accessoires, le décor, la scénographie, et on peut aussi être lecteur. Associer plusieurs enseignants, formateurs et équipes, associer une autre classe quand c'est possible. Et en tant qu'enseignant, on l'a dit tout à l'heure, comment faire pour que les élèves dépassent leur timidité? Mais en faisant avec eux. Quand vous le faites vous, généralement, il va se passer quelque chose avec les élèves. Alterner les phases de création et les phases d'observation. Ne pas se limiter sur la question des costumes et des accessoires, des fois ça aide à se lancer. Et ne pas non plus se focaliser sur la question de la mémoire. Le texte peut être visible au plateau. Là, on a un exemple d'enfant qui lit dans un spectacle de théâtre qui était un des plus beaux qu'on a fait, qui s'appelle Sauver les mots, que vous pourrez aller regarder. Ne pas hésiter à produire des documents pour garder en mémoire cette expérience. Les œuvres leur fabrication ancre dans une relation qui elle-même engage le corps et la parole, donc l'appropriation dans la langue cible. Elle relativise la question des dynamiques identitaires et crée du dialogue et des médiations qui apaisent. On l'a dit aussi plusieurs fois aujourd'hui, même quand on utilise la fiction, souvent les personnes mettent des choses de leur vraie histoire, mais elles sont mises là, et elles sont déposées, et on reçoit en tant que spectateur ce que l'on veut. Les œuvres suscitent et produisent des réactions multiples et des échanges qui revisitent le contexte de production, c'est-à-dire le public, plutôt que les participants. Donc on fait une sorte de boucle. Je voulais vous signaler comme ressource, peut-être vous connaissez cette association du Lala, d'une langue à l'autre, qui vient de sortir une mallette, le Fabulala, qui est intéressante sur les questions des pratiques artistiques au service du plurilinguisme, notamment pour les petits. Et voilà, je m'arrête. Merci beaucoup, Maud. Un grand merci pour cette présentation très riche. On a eu quelques petits techniques, mais complètement liés à des problèmes de connexion qui ne sont pas du tout de ta faute. Et merci à Benjamin pour les interventions qui ont permis de régler les problèmes. Du coup, il nous reste quelques minutes pour des échanges et à la suite de cette présentation très intéressante. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de questions, en tout cas des commentaires. Séverine, on entend vraiment l'enthousiasme. Mélanie, de superbes scénographies. Merci. C'est vrai que ça proposer vraiment une ouverture sur des possibles, différentes langues, différents niveaux, surtout ne pas se limiter. Et c'était une très belle découverte, je pense, pour tout le public.
Alors, différentes questions. Alors, avant de passer à des questions sur votre sur ton propre parcours, je lis le vouvoiement mais je reviens au tutoiement. Peut-être des questions proposées par Béatrice en termes vraiment pratiques. Hein. Comment peut-on entrer en contact avec une scène nationale? Qui est l'interlocuteur institutionnel pour l'enseignant de FLE? Faut-il attendre un appel à projet? Donc Alors, ça euh, peut intéresser beaucoup de personnes, effectivement, de savoir oui, concrètement comment on fait. alors vraiment, il n'y a pas besoin d'attendre un appel à projet. Il faut passer la porte d'une structure publique et vous allez aller trouver les relations publiques. Les relations publiques, c'est le service qui s'occupe des actions. Donc moi, dans la mienne, c'est un service particulier, mais vous allez voir, vous dites que vous êtes enseignant et que vous avez envie de collaborer avec l'institution. Ils vont vous proposer d'aller voir des spectacles, mais vous pouvez dire, ben voilà, je voudrais aussi peut-être organiser une action de médiation ou peut-être avoir un artiste dans ma classe. Et là, ils vont tout vous expliquer. Il faut vraiment s'y attendre, hein, ça fait partie du quotidien d'un service de relations publiques. Souvent, dans les scènes nationales aussi, ou les centres dramatiques, vous avez un service éducatif, mais sinon, vous envoyez un mail tout simplement au chargé des relations publiques et vous allez avoir une réponse. Ok, super. Donc, une autre question en lien avec ton parcours. Donc, Agathe qui pose une petite question plus sur le profil. Vous étiez professeur de lettres avant d'être professeur de FLE. Quel est votre parcours d'études, si vous vouliez bien le partager? Oui, alors j'ai pas du tout de formation en théâtre initialement. Moi, j'ai fait mes classes prépa et puis j'ai fait un master de littérature et ensuite de FLE. Je suis partie au Mexique et quand je suis revenue, j'ai enseigné en UPE2A et aussi en classe ordinaire. Et par ailleurs, j'étais correspondante pour un journal qui s'appelle Les Trois Coups, qui existe encore, et qui m'a beaucoup aidée à aller voir des spectacles contemporains en me débarrassant de mon prisme scolaire, c'est-à-dire sans faire un grand 1, grand 2, un grand 3, mais en me laissant aller à ce que moi, en tant que spectatrice, je ressens. Et petit à petit, j'ai beaucoup été au spectacle. Et puis, avec mes élèves, je me suis dit que tiens, j'allais peut-être faire des projets artistiques aussi avec des artistes. Et puis, voilà, chemin faisant, c'est comme ça que j'ai passé ma certification. Et c'est comme ça que maintenant, je suis à temps plein au théâtre. Super, c'est très intéressant aussi de voir comment on en arrive hein, à mettre en place de tels projets et comment le parcours évolue. Camille aimerait bien que tu remontres la diapo avec Fabulala. Je pense que c'était du Lala. Oui, c'est du Lala. Alors, voilà. Je vais la remettre. Donc voilà, c'est une mallette qui vient de sortir sur la question des pratiques artistiques. Donc bon, ils explorent beaucoup la question du conte, mais aussi avec une approche graphique, art plastique assez intéressante qui peut, à mon avis, hein, c'est ce que d'ailleurs je leur ai dit, être une entrée sympathique dans la question du jeu. Pour les enseignants qui ont peur de se lancer, on peut commencer par là. On peut s'en inspirer pour créer des choses en direction des adultes ou des ados. Et puis après, se lancer peut-être dans la question du corps. Peut-être une question encore en lien avec les apports de la fiction, les possibilités de se dire à travers la fiction. Hein, c'est quelque chose qui a été abordé par Sophie, par Adrien. Toi, oui. Qu'est-ce que tu as pu observer par rapport à ça? Moi, je suis 100% pour les approches fictionnelles, mais alors vraiment tout le temps. Je trouve même presque dangereux les approches qui ne le seraient pas ou qui sont fondées sur la question du témoignage ou du parcours de migration. J'ai vu beaucoup de choses sur est-ce que tu peux m'aider à leur faire dire ce qu'ils ont perdu? Non. Est-ce que tu peux, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est leur chemin. Oui, ben, peut-être que eux, ça ne les intéresse pas. Donc vraiment, la fiction, mais l'écriture collaborative sous l'angle de la fiction. Vous savez, les participants sont extrêmement sensibles et savent très bien à quel moment ils doivent régler quoi. Mais comme tous les artistes, il n'y a pas un écrivain qui fait du 100% fiction, il y a toujours une grande part de soi-même dans ce qu'on produit. Donc voilà, les participants marchent à fond. Mais ça évite des dialogues difficiles et ça évite aussi, on en a parlé ce matin, sur comment, quand tu es exposé, je pense à la deuxième intervention de ce matin, à des récits de difficultés comme ça, comment tu fais. Les chercheurs en ethnopsychiatrie transculturelle parlent de l'effet radioactif. Hein, c'est quelque chose que j'ai vu aussi moi dans mon travail. C'est très difficile, hein, quand on est prof du PE2A en particulier, de savoir tout ce qu'ont vécu nos élèves. Est-ce qu'on veut vraiment le savoir?
bon, la question de la création artistique fait que eux, s'ils veulent le raconter à cet endroit, bon, on le reçoit comme une œuvre. Et donc, ce discours-là est une sublimation. Super, c'est un très beau mot pour mettre un terme à ces échanges. Malheureusement, on est obligé d'avoir 5 minutes pour 5 minutes de battement. Un très grand merci encore Merci à toi, à vous. Maud. C'était très, très riche, très grande source d'inspiration pour nous. On se retrouve donc dans 5 minutes, le temps pour vous de vous dégourdir un peu les jambes et le temps pour nous de nous préparer à accueillir Christian Olivier pour sa synthèse. À très vite.